Donc, nous allons constater que l'allure de la courbe. Donc, quand on va tracer la courbe pH égale à FD en fonction du volume de l'acide F de VA. Donc, puis on verse un peu de l'acide et puis on regarde comment le pH évolue. Au départ, on avait de l'ammoniac. On va considérer que l'ammoniac. Donc, volume d'acide qu'on verse. Et au départ, on a l'ammoniac. Et on va regarder comment le pH va évoluer. Donc, l'ammoniac, au départ, c'est une base. Ce qui veut dire que le pH, là, au départ, est assez élevé. Donc, on va considérer qu'au départ, là, voici la courbe au départ. Et la courbe, il y aura une petite inflexion, puis elle sera presque horizontale. Avant, lorsqu'on sera à ce niveau, on va constater qu'il y a une chute brusque. Le pH va brusquement chuter et après, c'est stabilisé. Donc, voici ce qu'on va avoir comme courbe lors de cette réaction-là. Donc, cette courbe, contrairement à ce que nous avons vu pour le cas des réactions entre l'hydroxyde de sodium et l'acide chlorhydrique, la différence, c'est l'inflexion que nous avons au départ. Donc, alors que de l'autre côté, on n'a pas cette inflexion-là. Donc, cette courbure au départ-là va faire que nous aurons maintenant trois courbures, trois concavités, 1, 2 et 3. Et si nous avons trois concavités, ça veut dire aussi qu'on a deux points d'inflexion. Parce qu'entre deux concavités, il y a chaque fois un point d'inflexion. Et ce sont les points d'inflexion-là qui correspondent ici au point d'équivalence. Donc, comme vu précédemment, un des points va être le point d'équivalence et l'autre point d'inflexion sera le point de demi-équivalence. On rappelle toujours, on peut se référer au chapitre 5 pour voir comment, avec la méthode des tangentes là, déterminer les coordonnées des deux points d'inflexion avec la méthode des tangentes. Donc, ici, donc les tangentes sont à peu près comme ça. Et avec cette méthode, on va avoir un premier point d'inflexion qui sera logé vers ici et un second qui sera logé vers là. Donc, lui, on va l'appeler E. Lui, on va l'appeler E'. Parce que on voit bien que le point est là. Si là-bas, le volume est 10, voilà, puisque le point et le volume doivent être plus petits. Voilà. Puisque c'est demi-équivalence. Là, nous aurons là le volume peut-être 5 ml. Et au niveau des pH, pour le point E, on peut avoir un pH approximativement donc, de 5,8. Alors que au niveau du point E, le pH vaut 9,2. Donc, pour cette courbe, on rappelle les deux points d'inflexion sont, il y a un point ici qu'on va appeler E, l'autre qu'on va appeler E'. E', c'est le point de demi-équivalence et E, c'est le point d'équivalence. Donc, c'est celui qui en haut qu'on l'a appelé E' parce que son volume est, la demi-équivalence, le volume est forcément plus petit. Si vous l'appelez équivalence, alors que la demi-équivalence, le volume dépasse, ça, c'est pas normal. Donc c'est le premier point là qui doit être le point de demi-équivalence et celui-là est le point d'équivalence parce que son volume est plus élevé. Alors, ici, on va voir quelques caractéristiques des deux points. À l'équivalence, vous allez vérifier que à l'équivalence, quand on va comparer les nombres de moles de l'acide et de la base, on va trouver qu'il y a égalité. Avec les 10 ml, en tenant compte des concentrations et du volume de l'ammoniac au départ, on va constater qu'il y a une égalité. Donc, Na égale à Nb veut dire que nous sommes à l'équivalence. Et le pH à l'équivalence, on voit ici là, que la valeur du pH vaut 5,8. Ça ne vaut pas 7. Donc, là-bas, on voit que cette fois-ci que le pH là est inférieur à 7. Et quand le pH est inférieur à 7, ça veut dire que le mélange est acide. Donc, c'est une solution acide que nous avons à l'équivalence. Donc, voilà les caractéristiques des deux éléments que nous avons au niveau du point d'équivalence. À la demi-équivalence, qu'est-ce qu'on va observer là-bas? Là-bas aussi, on va faire les mêmes constatations que l'autre fois. Par rapport au volume, c'est la moitié. Donc, le volume de l'acide à la demi-équivalence est égal à 1,5 du volume de l'acide à l'équivalence. Donc, ça permet d'écrire, si on veut comparer le nombre de moles, que le nombre de moles de l'acide est égal au nombre de moles de la base divisé par D. Donc, c'est ce qui permet de retrouver que CaVa égale à CbVb divisé par D. Donc, là-bas également, on va regarder maintenant en haut au niveau des pH. On voit que son pH, ça fait 9,2.
Et 9,2 correspond au pKa de l'ammoniac. Voilà, c'est le pKa du couple qui contient l'ammoniac. Donc, on constate aussi que le pH de E' à la demi-équivalence est égal à pKa. Le couple là, c'est NH4 plus ion ammonium bar ammoniac. Donc, et cela, c'est toujours le cas quand nous sommes à la demi-équivalence. Donc, voici les caractéristiques des points que nous trouvons lorsque nous faisons la courbe pH égale à F de VB, qu'on appelle courbe de dosage. Courbe de dosage parce que si vous êtes à l'équivalent ou à la demi-équivalence avec l'une des relations Na égale à NB à l'équivalence ou Na égale à NBCD à la demi-équivalence, ça permet de retrouver une concentration sur les autres concentrations. On a à partir de concentration titrée, à partir de solutions dont les concentrations sont connues. Donc, ces élèves, ces apprenants, on va aller généraliser ça pour dire pour tous les acides forts et bases faibles qui peuvent réagir. Donc, petit d, généralisation. Entre l'ammoniac et l'acide chlorhydrique, là, ce qu'on a pu obtenir comme résultat, lorsqu'on veut s'intéresser de façon générale aux réactions entre un acide fort et une base faible, quels sont les résultats attendus? Donc, les résultats attendus seront toujours similaires. Similaires en ce sens que l'équivalence est toujours équivalente, c'est-à-dire le nombre de moles de l'acide est toujours égal au nombre de moles de la base et le pH sera toujours inférieur à 7. Donc, ce qui veut dire que la solution est acide à l'équivalence. Il y aura aussi toujours un point de demi-équivalence où on aura un nombre de moles de l'acide égal à la moitié du nombre de moles de la base. Et le pH à la demi-équivalence est toujours égal à pKa. Donc, ce qu'on peut ajouter dans la généralisation, c'est seulement que de faire attention lorsque l'un des composés est dit. Si l'acide est dit, un diacide ou bien la base est une dibase, qu'est-ce qu'il faut faire? N'oubliez pas de multiplier la quantité de matière par D, qu'elle soit la base ou l'acide. Donc la quantité de matière est donc multipliée par D parce que c'est dit. Et parce que multipliée par D parce que c'est un diacide ou une dibase. Pour l'équation de façon générale, l'équation de la réaction, donc, si si c'est un acide fort, alors veuillez considérer H3+. C'est H3+ qui réagit toujours dans l'acide fort. L'autre est un ion spectateur. Donc, on va faire réagir une base qu'on va appeler B. Qu'est-ce qui va se passer? L'acide fort va transférer un H+ à la base. Donc, ce qui veut dire qu'il va rester l'acide fort, H3+ reste maintenant H2O. Et la base, le B qui a pris H+ là, devient BH+. Donc, si vous avez réaction entre un acide faible et un acide fort et une base faible, donc ce que nous donnons comme relation, ça sera toujours sous cette forme-là. Et cette équation, quelle qu'en soit, même si l'un des composés est dit, l'équation garde toujours la même forme. Donc, c'est sur ce point que nous allons mettre aussi fin à ce paragraphe grand D et passer maintenant au paragraphe grand 3. Et au grand 3, on va s'intéresser à ce que nous appelons les solutions tampons. Qu'est-ce qu'une solution tampon? Les solutions tampons, ça sert à quoi une solution tampon? Donc, si la base de ce que nous avons vu dans les grands 1, grand D, nous allons aborder les grands 3 qui portent sur les solutions tampons.